Alors, je reprends sur la rationalité chez Marx. Pourquoi la rationalité c'est tellement important? Eh bien parce que dès lors qu'on travaille, dès lors qu'on élabore ce que Marx appelle un travail humain, on doit évidemment utiliser sa raison. On doit réfléchir sur la meilleure manière d'effectuer une tâche. Quand on ouvre un carton de meubles Ikea, qu'on a un mode d'emploi, on doit réfléchir à la meilleure manière d'organiser, de ne pas perdre les vis, de faire dans le bon ordre, de voir les incohérences du plan, etc. N'importe quel travail, même le plus petit travail qui existe, permet de développer la rationalité. Et il n'est pas nécessaire de faire référence à l'architecte de Marx ou à la scolée des Grecs pour trouver cette rationalité. Quand on remplit le lave-vaisselle, on suit un certain ordre, on met les assiettes à tel endroit, on met plutôt les verres en haut, etc. parce que c'est moins sale, etc. Donc même une toute petite tâche, pour prendre des exemples vraiment de la vie quotidienne, vont développer la rationalité. Et plus la tâche est complexe, plus l'homme va développer sa rationalité. Donc simplement sa logique. On va voir que dans le texte de Marx, ça va un peu plus loin que la logique. On va pas seulement développer sa logique, on va pas simplement se faire une idée de la tâche à réaliser, puisque Marx utilise aussi le mot idéal. Et ça, c'est une distinction qui est très utile, la distinction entre l'idée et l'idéal, puisque l'idée, c'est simplement quelque chose qui est formulé par mon esprit, quelque chose qui vient à moi, le plus souvent d'ailleurs, quelque chose que j'invente pas toujours, quelque chose qui, de façon générale, reste rationnel, pas forcément complètement logique, mais qui en tout cas obéit aux règles du réel, alors que l'idéal implique davantage le désir. J'ai pas simplement le désir de remplir le lave-vaisselle, j'ai rarement le désir de remplir le lave-vaisselle, mais j'ai l'idéal d'avoir une maison propre en peu de temps, etc. Ou bien j'ai l'idéal d'un cours de philosophie parfait, etc. qui va me faire encore plus développer ma rationalité, évidemment, mes techniques de réflexion. En fait, toutes les techniques du travail nécessitent d'abord une réflexion pour savoir comment on va réaliser la tâche, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc l'idéal va développer encore davantage notre rationalité que la simple idée, ce qui va distinguer un petit peu le travail de l'architecte et le travail de l'abeille. L'abeille a peut-être une idée de ce qu'elle est en train de faire, mais l'architecte, lui, il a l'idéal de faire le plus beau musée qui existe, la plus belle maison qui existe, etc. Et donc c'est cet idéal qui va commander toute cette rationalité. Alors si Marx dit que le travail développe notre rationalité, que le travail nous fait devenir pleinement humains, c'est vrai, on ne l'a pas dit, c'est parce que pour Marx et pour un certain nombre de philosophes après lui, et même ça commence un petit peu avant, mais peu importe, l'homme n'est pas humain, il est d'abord un animal qui doit devenir humain. Marx, c'est un penseur athée, et dès lors qu'on sort un petit peu d'une certaine pensée religieuse, où on va trouver une essence de l'homme incarné, etc., dès lors qu'on sort de cette espèce de manière de penser, de paradigme, on va trouver l'idée que l'homme n'est pas humain, qu'il a à devenir humain, qu'au départ l'homme c'est un être sauvage peut-être, un être plein de désirs, un être qui ne sait peut-être pas se maîtriser, etc. Et qu'au contraire il va falloir qu'il apprenne à devenir humain, qu'il apprenne la rationalité, qu'il apprenne le langage. Bref, l'humanité c'est pas une chose qu'on a déjà, c'est une chose qu'on doit développer, et le travail c'est donc, pour encore plusieurs raisons qu'on va voir maintenant, le moyen de devenir d'abord humain, parce qu'en fait on est par nature privée, en fait de nature privée de nature humaine, et en plus même de bons humains quelque part. Je vais essayer de le formuler autrement, puisque il y a de plus en plus de rationalité qui va être développée par le travail. Donc cette idée elle est importante, parce que l'importance sociale du travail, ce qui distingue un petit peu la pensée moderne de ce qu'on a vu chez les Grecs, c'est que précisément dans la pensée moderne, l'homme n'est pas humain, l'homme n'a pas une nature figée, l'homme au contraire a à devenir ce qu'il va être. C'est la pensée qu'on trouve chez Sartre, l'idée que l'homme est privé de nature, et donc le travail est le moyen idéal pour lui donner cette nature. Parce qu'on pourrait dire, voilà, l'homme est un être pensant, c'est une définition qui s'entend, sauf que, évidemment, le penseur de Rodin par exemple, la statue là qui tient sa tête, etc., le penseur qui est dans le loisir, le péripatéticien qui pense en marchant, etc., quand il est fatigué il arrête, quand il n'a plus envie il arrête,
voilà, quand il a envie de regarder Netflix, il arrête. Alors que quand on est dans le travail, on ne peut pas arrêter. Donc précisément, c'est pas simplement une capacité, une possibilité, une puissance qui nous permet de devenir humain, mais c'est le travail qui va accomplir cette puissance et qui va vraiment la réaliser, la rendre réelle. D'où toute l'importance de la rationalité chez Marx. Donc toutes ces tâches du travail, tout ce que Marx va appeler un travail humain, c'est-à-dire pas simplement tourner, appuyer sur un bouton par exemple dans le travail à la chaîne, mais vraiment le travail humain, voilà, c'est ce qui va donner en fait toute sa valeur justement au travail. Et donc Marx, dès le début du texte, il l'annonce, il s'inscrit lui aussi dans notre problématique, dans l'idée que l'homme, à travers le travail, domestique évidemment la nature, fabrique des objets techniques, fabrique des abris, etc. Mais pas seulement, que également il va domestiquer sa propre nature, c'est-à-dire sa nature animale ici, pas sa nature humaine, pour devenir quelque chose de plus qu'un animal, ou quelque chose de moins peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, un être humain, un être qui est capable d'être rationnel. Voilà, alors je passe assez vite sur Marx parce que cette idée elle paraît assez claire. Et puis bon, l'avantage de la vidéo c'est que à part fumer en faisant une vidéo, on peut aussi faire des pauses, etc. Mais je complète tout de suite le point de Marx par Hegel, un texte vraiment superbe qui se trouve page 6 du cours que j'ai déposé. Un texte très long, simplement, qui définit le travail, qui est assez complexe, mais que je vous propose de parcourir un petit peu. Donc à partir notamment de la ligne 4, l'homme dans sa consommation rencontre surtout des productions humaines et ce sont des efforts humain qu'il utilise. Alors là c'est vrai, Hegel parle de consommation, mais on est bien dans un texte sur le travail, puisque dès le départ il nous donne une définition du travail, un besoin particularisé, c'est-à-dire rendu particulier, qui va être satisfait par un moyen aussi particularisé. Donc il parle bien du travail, même si on a ce terme de consommation qui a pour nous une résonance un peu plus moderne. Et Hegel dit ici bien que l'homme dans le travail rencontre d'abord des productions humaines et des efforts humains. Donc là on sort un petit peu du paradigme tout simple de l'abeille et de l'architecte, du travail au champ par exemple, du travail servile des Grecs, parce que c'est vrai, la plupart du temps quand on travaille, on n'est pas en train de domestiquer la nature. Quand on est en train de réparer une voiture par exemple, on travaille sur un matériau qui a déjà été travaillé. Quand on fait un cours de philosophie, on travaille sur un matériau, l'élève, qui a déjà été travaillé auparavant, qui a appris à lire, qui a appris à écrire, qui a appris à compter, etc. Donc, dans le travail, en fait, Hegel écrit ça au XIXe siècle, et c'est pertinent, la plupart du temps, dans le travail, on a quand même cette dimension sociale qui va être très importante. On est en train de travailler sur un matériau qui a déjà été travaillé. Donc c'est-à-dire qu'on fait partie d'une chaîne, et ça va être ça va permettre en fait un deuxième enjeu, un deuxième apport du travail, c'est la nécessité de se socialiser en fait, en l'absence de choix, en l'absence d'affect également, ce qui permet la liberté. Une socialisation par l'affect, c'est une socialisation qui est conditionnée simplement, voilà, si on était en relation simplement avec les personnes qu'on aime, eh ben on serait toujours obligé d'être dans l'affect, etc. Alors que quand on est en relation par le travail, on n'est pas obligé d'être dans l'affect, donc on peut être peut-être davantage honnête, en tout cas davantage direct, peut-être davantage indifférent. Je sais pas, par exemple pour mettre une mauvaise note, il faut travailler l'indifférence, par exemple. Donc voilà, on va être obligé de se socialiser d'une autre manière et de faire exister des relations qui sont plus seulement des relations affectives, mais qui sont des relations sociales, voire des relations évidemment politiques. Et donc, dans ces conditions de travail-là, Hegel dit ensuite à la ligne 6, à la ligne 5, pardon, dans la diversité des conditions et des objets qui interviennent se développe la culture théorique. Donc c'est pas simplement qu'on va réfléchir à la tâche à effectuer, c'est également que toutes ces réflexions vont fabriquer une certaine culture du travail, qui va nous donner un certain vocabulaire, un certain nombre de savoir-faire, ce qui va nous permettre ensuite de former des gens à faire le même travail, pour qu'ils le fassent ensuite encore mieux, et qui forment des gens, dans l'idéal, à le faire encore mieux. Donc on va avoir une sorte de culture théorique du travail, dont on peut faire un lexique,
je sais pas moi, la pédagogie, voilà, toutes ces choses-là, ça fait partie d'une culture théorique du travail qui est développée par un certain nombre de savoir-faire et de techniques qui sont au départ développées par l'individu. Mais l'idée de Hegel ici, c'est que précisément le travail, c'est ce qui nous fait sortir de l'individualité. On est dans une culture sociale, on travaille sur un matériau qui a été travaillé par d'autres, donc un matériau qui a été vraiment travaillé par le social. Et tout cela va nous permettre non pas seulement de développer une rationalité comme précédemment dans le texte de Marx, mais également de développer une culture théorique, c'est-à-dire toute une culture du travail. Ça n'est pas nous qui avons inventé notre manière de lire un texte, ça n'est pas nous qui avons inventé notre manière de faire un cours de philosophie. C'est parce qu'il existe cette culture théorique que l'on peut s'y fondre en quelque sorte, que l'on peut se l'approprier, que l'on peut la prendre avec soi et que l'on peut éventuellement l'adapter, l'améliorer, pourquoi pas proposer d'autres choses, mais qui rentrent toujours dans un cadre global et pas dans un cadre personnel. Le texte de Hegel permet vraiment de ne pas se dire « Oh là là, comme j'ai fait du bon travail », mais non, en fait, comme ce travail qu'on fait ensemble est bon. Donc comme pour faire ce travail, j'ai besoin qu'on m'ait appris à lire, qu'on m'ait appris à écrire, qu'on m'ait appris à lire 2-3 philosophes, etc. Voilà, qu'on m'ait appris à domestiquer un certain désir de paresse, une certaine timidité, voilà, et toutes ces choses qui peuvent être développées par le travail, vraiment, donc comme une sociabilité vraiment particulière. Alors ce texte il est vraiment très très précieux, hein. J'y vais tout doucement avec ce texte parce que Hegel c'est très difficile à lire. Ensuite, Hegel nous explique ce que c'est que cette culture théorique. Il nous dit c'est un ensemble varié de représentations et de connaissances, mais aussi une mobilité et une rapidité des représentations et de leur enchaînement, la compréhension de relations compliquées et universelles, etc. Alors rien que sur le début, pardon. C'est un ensemble de représentations et de connaissances. Ça veut dire, à la fois, il faut que je me représente la tâche à effectuer, il faut que j'ai une motivation, en fait, pour travailler, et à la fois, il faut que je mette en marche des connaissances, il faut que je sache comment faire. Mais savoir comment faire comme une machine, ça n'est pas suffisant. Ce qui explique que bon, cette première vidéo, elle est un peu pourrie, mais entre le début de la vidéo et la fin de la vidéo, ou entre le cours de 8h du matin et le cours de 14h, il y a quelque chose qui se passe parce qu'il y a au fur et à mesure une représentation plus claire de la tâche qu'on a à effectuer, et donc davantage de connaissances qui se mettent en marche en fait toutes seules. Donc c'est vraiment l'importance de cette culture théorique, c'est qu'elle n'est pas seulement personnelle, elle nous traverse en fait, c'est vraiment le social qui nous traverse à travers le travail. Donc il faut se représenter la tâche à effectuer et il faut à la fois mettre en marche des connaissances. Donc on a encore une fois à la fois dans cette distinction entre l'idée et l'idéal, hein. La représentation ici c'est l'idéal, les connaissances, ce sera plutôt les idées qu'il faut mobiliser. Encore une fois, la différence entre le projet qui met en marche l'imagination et simplement les connaissances. Donc voilà, ensuite, ça c'est intéressant, une mobilité et une rapidité des représentations. Ça veut dire qu'au fur et à mesure des tâches à effectuer, eh bien, on est capable très très rapidement de s'adapter à la tâche à faire, de s'adapter à de nouvelles représentations de la tâche à faire. Et ça, on ne le pourrait pas si le travail était seulement un enjeu personnel. On ne pourrait pas, voilà, c'est vraiment parce que le travail est quelque chose de social que finalement le travail ne fait que nous traverser, que nous sommes capables de très très rapidement de nous représenter la tâche à faire, de nous adapter aux situations, etc., de comprendre des relations de travail qui sont à la fois compliquées et universelles puisque tout le monde travaille en fait, hein, tout le monde n'a pas un métier mais tout le monde travaille. Et puis voilà, pour finir sur ce texte, je m'arrête quand même sur la fin du texte qui est très très précieuse. Il y a beaucoup à dire sur la fin du texte, donc simplement les 3 dernières lignes. Alors, il parle de la culture pratique par le travail, donc c'est parce qu'il distingue le travail comme espèce de concept abstrait, qu'est-ce que c'est que le travail, et comment dit-il, la culture pratique, c'est-à-dire non pas le travail, je fais un cours de philosophie, mais la culture pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va me traverser, qu'est-ce que je vais avoir comme idée, qu'est-ce que je vais avoir comme illumination, etc. Comme quand on est en train d'écrire une dissertation, qu'est-ce qui à un moment se met en marche, etc. Donc c'est passer de travail à culture pratique par le travail, c'est quelque chose de très important. Et il dit cette culture pratique, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va aussi consister en, alors je lis la phrase, elle consiste aussi dans la limitation de l'activité par
la nature de la matière par la volonté des autres, ce dressage faisant gagner l'habitude d'une activité objective et des qualités universelles. Alors comme toujours, Hegel c'est très difficile à lire parce qu'il y a à peu près un concept tous les 2 mots, mais du coup la phrase elle est très très riche en fait. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, donc l'imitation de l'activité, en fait notre travail il est efficace, on est obligé d'être efficace dans le travail parce que notre travail il est sans cesse limité par des contraintes. Et ce qui nourrit notre définition du tout début du cours, précisément, l'idée qu'il faut distinguer le travail et le loisir, que si je m'arrête quand je veux dans cette capsule, là je m'arrête et je vais rechercher une 3e clope, alors que non. Donc le travail, il est sans cesse limité par des contraintes extérieures, il n'est pas le loisir, et ces contraintes ici, c'est 2 choses, la nature de la matière et la volonté des autres. Alors, la nature de la matière, je prends 2 exemples. Premier exemple très facile, c'est, je ne sais pas moi, le sculpteur qui travaille sur du marbre. Alors, je ne sais pas du tout comment on peut faire pour faire une statue avec du marbre, parce que le marbre, c'est extrêmement dur. Je pense que ça se casse très facilement. C'est extrêmement difficile de travailler le marbre. On imagine bien, avec un ciseau, avec un burin, etc. La nature du marbre va faire effectivement tout le côté précieux de la statue parce qu'elle aura nécessité un savoir-faire rare et beaucoup de temps, et ce qui donnera aussi une certaine beauté. On choisit ce matériau, pas seulement parce que c'est un défi, mais aussi parce que c'est très beau, parce que ça résiste au temps, etc. Mais la nature de la matière, c'est pas forcément un objet, en fait, chez Hegel. Ça peut être, par exemple, dans le cadre de mon travail, par exemple, ça peut être l'élève. L'élève rétif, l'élève de mauvaise humeur, l'élève qui a eu un problème dans sa journée, etc. Voilà, la nature de la matière, c'est aussi le fait que le matériau à travailler, donc l'élève, en fait, c'est drôle d'en parler comme ça, mais c'est ça, le matériau à travailler, il est résistant parce qu'il est une matière. Et la matière, elle ne nous appartient pas, elle nous résiste, elle est quelque chose d'extérieur à nous. L'élève, il peut nous résister. C'est pas parce qu'on lui raconte un truc qu'il est obligé d'écouter, qu'il va pas s'endormir, qu'il va pas s'ennuyer, ou même qu'il n'a pas des préoccupations à milieu de ce qu'on est en train de faire. Donc la nature de la matière va donner lieu à des efforts supplémentaires. Il va falloir amener cette matière à ne plus résister, en fait, comme on va faire en sorte que le marbre devienne une statue, comme on va faire en sorte que l'élève apprenne 2-3 choses malgré toutes les autres préoccupations qu'il peut avoir dans l'existence. Et donc la nature de la matière, c'est ce qu'est la matière. Donc là ici, ce qu'est l'élève et la volonté des autres. Alors, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de l'élève, c'est parce qu'il faut vraiment distinguer la nature du matériau élève, qui peut être résistant, avec qui il peut y avoir des quiproquos parce qu'on n'a pas la même définition des mots, etc., avec qui il peut y avoir des conflits parce qu'effectivement on n'a pas mesuré l'importance d'un mot, etc. Et la volonté des autres, ça peut être simplement, non, par exemple, je veux faire un projet, mais voilà, ce projet ne rentre pas dans les cadres budgétaires ou dans les cadres, je sais pas, de pouvoir, de relations hiérarchiques qui peuvent exister. La volonté des autres, ça peut être tout simplement l'élève qui refuse. C'est pas que sa matière est résistante parce que il est fatigué, parce qu'il s'ennuie, parce qu'il a décidé qu'il n'aimait pas la philosophie, etc. C'est celui qui arrive et qui dit aujourd'hui je fais rien. Voilà, c'est la volonté des autres, puisque ça reprend le début du texte en fait, puisque le travail c'est quelque chose qui est complètement social, la volonté des autres est forcément une limite à mon travail, qui va m'obliger à m'adapter, qui va m'obliger à inventer de nouveaux savoir-faire, de nouvelles compétences, etc. Donc c'est précisément cette résistance, la volonté des autres avec qui je travaille et aussi la nature de la matière que je travaille, que ce soit des êtres humains, du marbre ou tout ce qu'on veut, qui va m'obliger à encore plus développer des compétences dans le travail, à être meilleur dans le travail, à produire, en tout cas pas à être meilleur dans le travail puisque c'est pas individuel, mais plutôt à produire un meilleur travail. Et c'est le social, c'est la résistance sociale en fait qui va m'obliger à produire un meilleur travail. Et toute fin du texte, qu'est-ce qu'il dit Hegel? Il dit ça c'est du dressage. Le travail c'est un dressage. C'est pour ça que c'est violent, c'est pour ça qu'on n'a pas envie. C'est pas juste parce que c'est fatigant, c'est parce que ça nous conduit un peu en dehors de notre naturel, un peu en dehors de ce qu'on est, un peu en dehors de notre désir. Et ce dressage, parce que c'est vraiment un dressage, on va y revenir, qui a une importance toute particulière dans l'éducation par exemple, ce dressage, qu'est-ce qui va faire gagner aux hommes
l'habitude d'une activité objective et des qualités universelles. Alors, une activité objective, ça veut dire une activité qui n'existe pas que pour moi, une activité qui peut exister aussi pour les autres. Je peux très bien faire quelque chose pour moi, par exemple je peux peindre un tableau qui n'a aucune valeur et que je n'ai jamais montré à personne, mais je peux aussi en faire une activité objective, c'est-à-dire que ce tableau, je désire qu'il éveille chez un spectateur éventuel tel sentiment, etc. Donc il va falloir peut-être que je réalise un petit peu autrement, il va falloir peut-être que je me donne un petit peu de mal, il va falloir peut-être que j'apprenne 2-3 techniques, etc. Et ça c'est intéressant aussi, pas seulement l'activité objective, donc le fait que justement ce qu'on est en train de faire c'est identifiable, c'est objectif, c'est-à-dire c'est pas subjectif, ça m'appartient pas à moi, c'est objectif, les autres voient ce que je fais, une activité objective. Bien c'est précisément une activité qui n'existe pas que pour moi. Donc ça répond encore une fois au début du texte sur l'idée que le travail il a avant tout une dimension sociale, qu'il me dépasse en fait, qui ne sert à rien de dire oh comme je suis bon au travail, non, comme voilà nous sommes bons au travail, une activité objective. Et des qualités universelles. Alors pourquoi des qualités universelles? Parce que précisément ce ne sont pas des qualités qui n'existent que pour moi, ou qui n'existent que pour mes proches, des qualités qui n'intéressent que moi à la limite, mais des qualités qui ont à devenir universelles. Exemple bête, je prends ce qui vient à l'esprit, c'est toute la différence entre se dire oh là là mon Dieu, est-ce que je suis cultivé, et qualité universelle, donc est-ce que je suis cultivé, qualité personnelle, voilà, dans une autre culture je ne serais pas cultivée, bref, et qualité universelle c'est plutôt à quel point cette culture elle est transférable, à quel point cette culture elle est suffisamment riche pour pouvoir se justifier ou opérer des justifications ou opérer des développements, à quel point elle est capable de se nourrir encore, à quel point cette culture permet aussi une ouverture aux autres cultures. Donc des qualités universelles, ça peut être les mêmes que les qualités particulières précisément, sauf que là, elles sont plus claires, elles sont plus fermes, elles sont plus développées parce qu'elles n'existent cette fois pas que pour moi. Tout le monde s'en fout que je sois cultivée, mais par contre, c'est important que cette culture, elle puisse être assez bien digérée pour être transférable, peut-être assez intéressante pour qu'on ait le désir de s'y intéresser, peut-être aussi assez claire pour être comprise, etc. Donc c'est quelque chose de très différent, la qualité universelle, là, dans le texte d'Hegel, et les qualités subjectives, qui ne regardent que l'individu, à quel point l'individu est gentil, à quel point l'individu est honnête. Par exemple, l'honnêteté, de la même façon, ça pourrait être une qualité universelle pour le juge. D'un point de vue personnel, l'honnêteté, bon, voilà, c'est pas... Ça peut être, à partir du moment où c'est une qualité politique, ça peut être intéressant. À partir du moment où c'est une qualité personnelle, ça devient, très très différent. Alors, je reformule un tout petit peu ce qu'on a vu avant de voir donc le dernier point, à quel point le travail nous rend humains, parce que nous ne sommes pas humains par nature, nous sommes animaux par nature. Donc le travail nous rend humains parce qu'il développe notre rationalité, mais aussi et surtout parce que il développe notre imagination. Il nous donne une certaine représentation des choses et il nous fait entrer dans une représentation sociale, dans une culture sociale et théorique du travail, ce qui va nous permettre encore davantage de développer notre rationalité et nos connaissances, même sur des tâches qui peuvent sembler toutes bêtes. J'ai pris l'exemple de remplir le lave-vaisselle tout à l'heure. Dernier point, qui n'est pas seulement le fait de devenir humain, mais le fait de devenir quelque part un bon humain, c'est le tout petit texte de bataille que j'ai mis donc page je prends voilà, il est là, page 8, texte de Bataille qui est très intéressant. Bataille, c'est un écrivain qui a écrit un livre qui s'appelle L'érotisme, donc c'est de ce livre là qu'est issu le texte. Je peux le lire parce que ce texte là il est en revanche très facile, donc je le lis rapidement. Et puis dans ce texte on va trouver donc le dernier point, quelque chose d'un peu moins théorique peut-être, l'idée que non seulement le travail me rend humain, mais en plus que parmi l'humanité, je vais en quelque sorte même domestiquer mon humanité. Donc je suis passée d'animal à humain, et là je vais passer de humain à humain qui se maîtrise, en quelque sorte à plus qu'humain. Voilà, quelque chose qui est un petit peu différent pour l'identité et le projet de soi. Alors, je lis le texte. Dès les temps les plus reculés, le travail introduisit une détente.
à la faveur de laquelle l'homme cessait de répondre à l'impulsion immédiate que commandait la violence du désir. Le travail commencé crée une impossibilité de répondre à ces sollicitations immédiates, qui peuvent nous rendre indifférents à des résultats souhaitables, mais dont l'intérêt ne touche que le temps ultérieur. La plupart du temps, le travail est l'affaire d'une collectivité, et la collectivité doit s'opposer, dans le temps réservé au travail, à ces mouvements d'excès contagieux dans lesquels rien n'existe plus que l'abandon immédiat à l'excès, c'est-à-dire à la violence. Aussi bien la collectivité humaine, en partie consacrée au travail, se définit-elle dans les interdits, sans lesquels elle ne serait pas devenue ce monde du travail qu'elle est essentiellement. Donc, très beau texte qui reprend des éléments précédents, quand même, notamment de Hegel, etc. Là, ce qui est intéressant, c'est la question du désir. Bataille, il dit, alors, fin du texte, il dit deux choses très intéressantes. Il dit la collectivité humaine, c'est deux choses, des interdits et un monde du travail. Alors, on comprend bien ce qu'il veut dire, puisque les interdits, ça a une importance politique. Voilà, il y a des interdits qui touchent à un groupe social, qui sont politiques, je sais pas, l'interdiction de tuer, etc., l'interdiction de torturer, etc. Et puis, la collectivité humaine, donc elle devient société à partir du moment où elle est ce monde du travail, c'est-à-dire à partir du moment où elle est traversée par une culture du travail, donc ce qu'on a vu auparavant avec le texte de Hegel. Et du coup, si c'est si important, Bataille dit, alors par conséquent, à ce moment-là, il va falloir que au travail, nous puissions domestiquer notre désir. Il va falloir résister à l'impulsion immédiate de la violence du désir. Alors là, ce qui me paraît intéressant dans ce texte, c'est qu'à la fois, on peut dire la violence du désir, elle peut concerner l'animal. Mais en même temps, là, on est un peu dans autre chose, parce que quand même, l'homme aussi éprouve des désirs et des désirs qui peuvent être violents. Donc c'est pas seulement qu'on résiste à son corps, que le désir c'est le corps, etc. C'est aussi que nous, en tant qu'être humain, nous sommes capables d'éprouver des désirs extrêmement violents, sans plus, je sais pas, vouloir fumer une cigarette, voilà, tomber amoureux, etc. Tous ces désirs, vouloir casser la figure à quelqu'un, tous ces désirs-là sont violents parce qu'ils arrivent comme ça, ce sont des choses qui nous prennent, et en même temps, il faut que le temps du travail soit un temps de résistance à cette impulsion du désir. Parce que si, quand je suis au travail, je réalise absolument tous mes désirs, je n'ai absolument pas le temps de travailler, absolument pas le temps de développer des savoir-faire, absolument pas le temps de développer des compétences, de développer donc cette culture théorique du travail. Ça veut dire que le travail, c'est nécessairement la résistance au désir. Pas à tous les désirs en fait, mais aux désirs immédiats. Ça veut dire que pour réaliser un certain désir dans le travail, écrire un livre, je vais devoir ne pas réaliser des désirs immédiats. Allumer Netflix, refumer une troisième cigarette ou une quatrième cigarette, je sais pas moi, m'adonner aux activités amoureuses, enfin bref, si je veux réaliser un grand désir, je vais devoir mettre de côté plusieurs désirs faibles, des impulsions immédiates. Et ce qui est intéressant dans le texte de Bataille aussi, c'est qu'il dit finalement, donc là en fait on est un humain qui est capable de sélectionner ses désirs par le travail, et ça c'est important. On a des désirs, mais on est capable de résister à finalement la part la plus immédiate de notre désir pour réaliser plutôt des grands désirs. C'est ça, c'est le dernier point que va apporter le travail. Et voilà, ce qui est intéressant dans le texte, c'est à la fin du texte, il dit l'abandon immédiat à l'excès, c'est-à-dire à la violence. Pour Bataille, la violence, elle est toujours dans l'excès. Être violent, c'est l'excès. Alors c'est vrai, c'est une bonne définition de la violence. La violence, c'est l'excès. Faire une remarque à quelqu'un, c'est pas violent. Lui en faire tous les jours ou lui en faire de manière très très forte et très méchante comme ça, c'est violent. Là, c'était pas violent, mais ça peut l'être. Voilà, c'est violent. Mais il y a aussi autre chose qui est cachée dans le texte. Je ne sais pas s'il le suggère. L'abandon immédiat à l'excès. La violence, c'est pas seulement l'excès, c'est aussi l'immédiateté. La violence, c'est l'absence de réflexion. Quand je veux casser la figure à quelqu'un, je ne réfléchis pas. Et précisément, le travail, le développement d'une culture théorique, le développement de la rationalité, c'est ce qui va permettre en fait d'éloigner cette violence. Donc le travail,
D'ailleurs, Nietzsche dira quelque chose de semblable dans un texte. Il dira le travail, c'est la meilleure des polices finalement, parce que ça permet de domestiquer un certain nombre de désirs immédiats. Alors évidemment, chez Nietzsche, c'est quelque chose qui est un peu ambigu, parce que pour Nietzsche, il ne faut pas domestiquer le désir. Enfin, on peut quand même domestiquer des désirs immédiats qui nous emprisonnent plus à l'état de bête, je sais pas, passer 8 heures sur Netflix, que d'être vraiment dans la réalisation de soi, etc., la réalisation nietzschéenne, voilà, du surhomme, etc. Donc la violence, elle est dans l'immédiateté et dans l'excès. Et ça tombe bien parce qu'au travail, dans la culture théorique et sociale du travail, on ne peut pas justement donner libre cours à ces désirs les plus immédiats, et aussi souvent les désirs les plus immédiats peuvent être les plus excessifs, ou qu'en tout cas l'excès vient du fait que ce sont des désirs immédiats. Donc c'est la dernière chose que va produire le travail en fait. Il fait de nous des humains. Et parmi les humains, il fait de nous des humains capables, non pas de domestiquer le désir, parce que le désir, je pense, ça ne se domestique pas, parce que le désir c'est utile, parce que le désir c'est ce qui donne du sel à la vie, c'est ce qui donne des objectifs, mais en tout cas, il nous rend capables de trier dans nos désirs, de sélectionner nos désirs, de fouiller dans nos désirs pour savoir quels sont les désirs qu'on a réellement voilà, le désir justement de réaliser, et quels sont les désirs auxquels en fait on ne tient pas plus que ça, qui nous viennent comme ça immédiatement. Tiens, je vais me mettre un bon film, comme ça, un film stupide juste pour me détendre, une histoire d'apocalypse, etc., avec une grosse maladie qui touche tout le monde. Non, voilà, le désir immédiat, précisément, si j'y résiste, je suis capable de réaliser d'autres désirs. Et ce qui est intéressant donc, c'est qu'on a quand même 3 éléments en fait qui vont nous permettre de dire que le travail nous humanise. Donc le travail c'est pénible, c'est ce qu'on a vu en introduction, mais le travail nous humanise, il développe notre rationalité, donc notre intelligence, il a une dimension sociale énorme qui justement nous permet d'entrer dans la société, et en même temps de se dire que notre travail n'est pas de notre seul mérite, ce qui fait taire les gens qui disent oui, je mérite bien mon salaire, etc. Pas du tout, c'est social en fait, c'est juste un résultat. Et puis enfin, le travail nous permet de sélectionner nos désirs. Et enfin, le travail, eh bien, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il met notre désir hors de nous. On a des désirs qui nous envahissent et qui nous rendent prisonniers de nous. Par exemple, dans les 2 cas, c'est le même genre d'addiction. La drogue et l'état amoureux sont des désirs qui nous envahissent tellement que on peut effectivement être dans un état de manque, ne plus savoir quoi faire pour combler le manque, etc. Parce qu'on est dans un désir qui nous envahit. Alors que le travail, c'est un désir qui va se réaliser hors de nous. C'est le désir qu'il y a dans, je sais pas, un cours de philosophie, un livre, un documentaire que je réalise, une statue, une belle dissertation, une belle mention au bac, etc. Là, c'est mon désir, mais je suis plus prisonnier de mon désir. En fait, c'est bien moi qui ai réalisé un désir par le travail, mais ce désir finalement il devient plus que moi, il devient objectivement vérifiable par les autres, et il me permet quelque part de purger mes désirs, de réaliser des désirs. Et ça n'est pas mortifère, puisque réaliser des désirs en fait naître d'autres, mais en tout cas là pour une fois le désir c'est pas ce qui m'emprisonne en moi, c'est au contraire ce qui me fait sortir de moi, c'est une pause, c'est une respiration, parce que ce désir par le travail, il me permet donc de réaliser quelque chose qui est mon œuvre. Voilà, c'est ça. Le désir qui m'emprisonne en moi, c'est l'addiction. J'y peux rien. Je suis esclave de mon addiction. Alors que mon œuvre, celle-ci, elle est hors de moi. Elle est un produit objectif de ma conscience, dirait Hegel, ce qui est plutôt rare. Ma conscience, c'est une activité, c'est ce qui permet une activité interne de l'esprit, alors que l'objet réalisé par mon désir dans le cadre d'un travail, dans le cadre d'un véritable projet, encore une fois, dans le cadre du travail humain tel que l'a défini Marx, pas du travail aliéné qu'on verra dans la deuxième partie. Donc, dans le cadre d'un travail humain, dans le cadre d'un travail qui est produit d'un désir, eh bien, le désir, il devient une œuvre. C'est plus seulement mon désir, c'est cet objet. En fait, cet objet, c'était mon désir. C'est mon désir ou c'était mon désir. Plus l'objet, l'œuvre est bien réalisée, plus je vais me reconnaître longtemps dans ce désir, dans cet objet, mais il est probable que non. Il est probable, en général, je sais pas, quand on relit ses vieilles copies par exemple, on trouve toujours ça un peu nul, quand on relit ses vieux cours, on trouve toujours ça un peu nul. Une fois que j'ai réalisé ce désir dans le travail hors de moi, je vais en faire naître de nouveau. Et finalement, comme moi je change, ce que j'ai réalisé est peut-être objectivement quantifiable pour les autres. Il peut y avoir une note, il peut y avoir
voilà, une réaction, une admiration des spectateurs pour une pièce de théâtre ou une statue ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, pour moi, c'est terminé. Mon désir a été réalisé. Il faut que je réalise une autre œuvre. Ce qui a également une utilité, évidemment, sociale. Alors, je fais la synthèse de ce grand 1 qui n'était pas trop compliqué, je pense, et sur lequel je ne vais pas passer des heures parce que le travail, c'est pas un cours qui est très compliqué. Si je fais la synthèse, donc dernière synthèse, le travail, c'est à la fois ce qui me permet de devenir un homme, parce qu'il me permet de développer ma rationalité et ma logique. Il me permet également de développer non pas simplement ma logique, mon intelligence et mes idées, mais également mes idéaux, mes représentations. Il me permet d'entrer vraiment complètement dans une société, même contre mon gré, même si ça m'échappe, parce que je travaille toujours sur un matériau qui est social, avec d'autres êtres humains, et même s'ils ne sont pas là, je pense à l'artiste qui est seul dans son atelier, il travaille avec des outils qui ont été conçus par d'autres, avec des techniques peut-être qui ont été inventées par ses prédécesseurs ou par qu'il a appris dans une école d'art, etc. Donc voilà, il ne travaille pas seul en fait, même si il peut être seul à certains moments. Donc le travail, il a une dimension sociale qui est très importante. Mon travail est utile aux autres et le travail des autres m'est ou m'a été très utile. C'est ce qui permet de développer non pas quelque chose, un savoir-faire uniquement personnel à propos du travail, mais une culture vraiment théorique du travail. Et dernière chose, le travail me permet de sélectionner parmi mes désirs et puis surtout de devenir pleinement moi, puisque pour une fois le désir n'est pas ce qui m'emprisonne en moi et ce qui m'envahit, mais il est quand même la réalisation de mon désir dans une œuvre objective, extérieure à moi, qui est moi pour un temps assez limité, mais qui pour les autres en tout cas existe objectivement comme simplement une œuvre, et puis qui est une manière de faire sortir mon désir, de faire exister mon désir. C'est un désir qui ne s'abîme pas en fait. Je ne peux ne plus m'y reconnaître, mais il ne s'abîme pas. Quand je m'allume des cigarettes, je peux m'allumer des cigarettes, plein de cigarettes, etc. Ça ne change rien. Alors que cet objet, une fois qu'il est fait, cette œuvre, une fois qu'elle est faite, elle est faite. Bon là pour ce soir, c'était pas tout à fait une œuvre avec une webcam un peu pourrie. Donc il est 3h15 du matin. C'était donc juste le grand 1 du cours sur le travail, la suite de ce qu'on a vu pour les TL. Pour les TS, il manque juste un tout petit morceau de l'introduction, mais voilà, le cours là que je viens de faire peut tout à fait être écouté, même si je ne fais pas tout de suite la première capsule. Et puis voilà, bonne écoute, bon cours et puis bon confinement. Bonne nuit.